Amis pêcheurs à la mouche, bonjour. Je lance une nouvelle playlist sur ma chaîne qui va s'appeler Carnet de voyage. Comme on est à une époque de confinement et qu'on ne peut plus trop voyager, je me suis dit que la meilleure des choses, c'est de revenir sur tous les voyages que j'ai faits et de les partager avec vous. Parce que les 20 dernières années, j'ai roulé ma bosse un peu partout, de l'Alaska à l'Écosse, en passant par les Balkans, la Mongolie, l'Islande. Donc je me suis dit que ce serait justement une bonne occasion, au lieu de se laisser dépérir dans cette ambiance un peu négative, de replonger dans les souvenirs et de partager avec vous mes différents voyages de pêche tout autour du monde. Donc on commence par mon vrai tout premier voyage de pêche qui a été au final un des plus beaux de ma vie, qui s'est fait en Mongolie. Et il faut que je commence par vous expliquer pourquoi j'ai eu cette histoire d'amour étant jeune avec la Mongolie. Et je ne sais même pas moi-même d'où c'est venu. Au final, c'était quasiment quelque chose de chamanique, parce que je me suis beaucoup intéressé aux chamans en Mongolie. C'est vraiment une destination complètement lunaire, totalement exotique. Et moi, j'étais quasiment ensorcelé. Donc les raisons de ce voyage, à la base, elles partent vraiment juste d'un élément déclencheur tout simple. Je pense que vous connaissez tous le journal Le Pêcheur de France. Si vous avez mon âge, 30, 40 ans ou même plus, je pense que c'est une référence. Et moi, je me souviens clairement, dans les années 2000, être tombé sur un article dans Le Pêcheur de France sur la pêche en Mongolie. Et là, ça m'a carrément bloqué, quoi. J'ai eu un déclic à ce moment-là. Je me souviens clairement de l'article avec deux photos de poissons vraiment très singuliers qui ont vraiment retenu mon attention, qui sont le brochet du fleuve Amour et la truite Lennox. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, c'est pas possible que sur Terre, il y ait des poissons qui ressemblent à ça. C'est trop exceptionnel. Ça a vraiment attisé ma curiosité au plus haut point. Donc j'ai fait un espèce de blocage monomaniaque sur la Mongolie, la steppe, le mystère de l'aventure. Et surtout, toutes ces espèces de salmonidés qui sont vraiment spécifiques à cette région d'Asie, qui n'ont rien à voir avec nos espèces communes qu'on trouve dans notre vieille Europe, à savoir la truite fario et l'ombre commun. Et ce qui m'a fait tilter tout de suite, c'est que j'ai vu cette truite Lennox, qui était en fait un poisson qui a la tête d'un ombre avec le corps d'une truite. Alors là, je me suis dit, ça, c'est quelque chose de vraiment incroyable, de jamais vu. Et plus toute l'ambiance de la steppe qu'on voyait dans ce reportage, ça m'a vraiment bloqué dans ma tête et je me suis mis à penser à la Mongolie. Et à un moment, je me suis dit, il faut que j'aille pêcher là-haut. Donc, j'ai commencé la pêche à la mouche vers l'an 2000 et vers 2005-2006, j'avais déjà 5-6 ans de pêche à la mouche au compteur. Et j'avais vraiment envie de voyager, d'aller voir plus loin. Et je me suis dit, c'est quand même possible d'aller en Mongolie, voir la chose, comment je pourrais aller là-haut, faire un voyage. Mais je voulais quelque chose d'extrêmement libre au sens nomade du terme. Et la Mongolie s'y prête extrêmement bien. Donc je me suis dit une fois de plus, comment je peux twister la chose avec ma passion de la pêche à la mouche, mais en même temps faire quelque chose avec les nomades qui ont l'air d'être des gens complètement en adéquation avec la nature et qui vivent au contact de la nature dans la steppe. Donc c'était trop de curiosité et quand on pense à quelque chose toutes les nuits, à un moment il faut mettre la chose à exécution, sinon ça relève de la torture mentale. Donc je me suis renseigné, voyage, avion, Oulan-Bator, Mongolie, comment aller là-haut. Et comme j'avais bossé quelques années auparavant en Écosse et que je parlais déjà anglais plus ou moins couramment, je savais que les langues, la maîtrise d'une langue peut apporter beaucoup de facilité dans un pays. Alors je me suis dit, je vais approcher la Mongolie sous cet angle. Donc je vais apprendre des rudiments de la langue pour passer du temps avec les nomades, comme ça je pourrais interagir
Et il y a des chances qu'on se retrouve dans cette passion de la nature, puisque les nomades, vous savez, vouent un culte à la nature, ça fait partie de leur vie intégrante. Donc moi, je me retrouvais beaucoup dans ces gens-là, juste faire corps avec la nature. Donc les nomades, au final, j'ai vu que c'est vraiment plus le bétail, les chevaux, les yaks, les chèvres qui sont leurs animaux totems, alors que moi, après ce voyage, j'ai compris que mon animal totem, c'était plutôt l'ombre commun ou la truite. Donc il y a eu toute cette approche qui est au final assez chamanique, de s'attirer à un mode de vie nomade qui est pour moi très très proche de la pêche à la mouche en tant qu'art de vivre. C'est le nomadisme au gré de la rivière. J'avais toute cet imaginaire qui travaillait en moi et je me suis dit je vais trouver simplement une professeure de langue mongole qui va m'apprendre la langue, les rudiments, et en parlant un minimum le mongol, je vais pouvoir interagir avec ces gens et dormir de yourte en yourte, faire un voyage dans la Mongolie sauvage et en même temps pêcher. Voilà. Se faire accueillir chez les nomades qui sont réputés des gens très chaleureux, mais en échange, il fallait quand même par respect que je parle un minimum leur langue pour pouvoir interagir et moi de mon côté leur raconter qu'est-ce que c'est ma vie quand eux me présenteront leur mode de vie. Donc je me suis mis bien en tête de faire ça. J'ai commencé par chercher professeur de langue mongole déjà dans le nord-est, déjà en France, et il s'est trouvé qu'à Nancy, il y avait une étudiante mongole qui s'appelait Mongjargal Biambayav. Voilà, j'ai encore quelques bases de mongol. Et je l'ai contacté simplement et je lui ai dit voilà, moi je veux partir en Mongolie et apprends-moi quelques bases de la langue. Donc j'ai commencé par prendre, c'était pas énorme, mais une fois par semaine, quelques cours pour avoir les rudiments. Bonjour, au revoir, merci, il fait beau, comment je peux aller là? Pour avoir des briques de cette langue mongole pour pouvoir me présenter en tout respect auprès des nomades et qu'on puisse interagir et qu'il y ait un échange qui se crée. Donc j'ai pris mes cours de mongol. Donc c'est une langue avec un alphabet cyrillique, c'est pas non plus si compliqué que ça parce que c'est très proche du russe. Donc j'ai appris l'alphabet russe, j'ai appris à dire déjà bonjour en mongol, quelques rudiments, et puis j'ai développé quelques phrases. Et la phrase clé que je savais qui allait m'ouvrir des portes en Mongolie, c'était est-ce que je peux planter ma tente à côté de ta yourte? Ça, c'était vraiment la base. Je me suis dit, si j'ai cette phrase-là, ça va marcher, ça va cliquer et je pourrai passer du temps avec les Mongols et après arrivera l'aventure qui arrivera. Donc en fait, c'est la seule phrase dont je me souviens après toutes ces années. Donc est-ce que je peux planter ma tente à côté de ta yourte en mongol? Ça se dit Bitane Gerin Maïkhana Berch Bolsro. Et ça m'a marqué parce que c'était à chaque fois la phrase qui déclenchait l'aventure, vous allez voir plus tard dans le récit. Donc de fil en aiguille, je me suis renseigné sur la pêche, les conditions, et il s'est révélé qu'en Mongolie, il fallait éviter l'été avec les gros orages qui peuvent teinter les rivières. Ça c'est pour le point technique au niveau des conditions. Donc, je me suis dit, soit je vais y aller au printemps, soit je vais y aller en automne. Et vous verrez par la suite, j'ai fait 2 voyages en Mongolie, j'en ai fait un au printemps, un en automne. Et ce premier voyage, je l'ai fait début juin en Mongolie. Donc le printemps dans la steppe, c'est juste incroyable de voir toute la nature qui s'éveille, les aigles qui tournent dans le ciel, les chiens de prairie et les marmottes qui sortent des terriers. La Mongolie est verte, c'est incroyable de voir cette verdure au printemps, mais aussi des changements de climat dans ces grandes plaines désertiques auxquelles on n'est pas habitué chez nous en Europe de l'Ouest. Donc tout ça, j'ai agrégé un petit peu les pièces pour pouvoir construire un voyage qui tient debout. Et après, donc j'ai pris le billet d'avion, donc petit tour sur internet. Ça s'est révélé que pour le coup, Air China, il y avait un vol. Donc le premier voyage, c'était par Pékin, donc un Francfort-Pékin ou Ulaanbaatar. Et du coup, avec ma prof de mongol avec qui on a sympathisé, elle me dit, tu sais, si tu veux, moi j'ai mon frère qui habite à Ulaanbaatar. Et du coup, il va t'emmener dans la steppe. Si tu veux, il te fait le taxi brousse. Il te dépose 1 mois avec les nomades. Tu fais ton tour de pêche. Tu vas voir les nomades. Et puis tu fais ton aventure. Et mon frère viendra te rechercher. Donc, comme d'habitude, si la roue de la chance tourne pas, il faut aider la roue de la chance. Donc, j'ai placé les pièces. Et j'ai trouvé cette prof de mongol qui, en fait, m'a trouvé son frère
qui a fait le taxi brousse pour moi là-haut. Donc au bout de 5-6 mois, bah, j'avais quelques bases de la langue mongole, j'étais prêt à pouvoir interagir là-haut pour avoir des discussions minimum, puis pouvoir faire mon odyssée de yourte en Mongolie. Après coup, j'étais très courageux, je me revois maintenant 20 ans en arrière, et j'avais vraiment un feu qui brûlait très fort pour faire ça, parce que je ne sais pas si je le referais maintenant, 20 ans après, que je suis plus sage, entre guillemets. C'était vraiment la folie de la jeunesse, mais c'était une expérience incroyable. Donc je prends mon avion et la famille de ma prof de mongol m'attend à Ulaanbaatar. Donc le sac de randonneurs, pêcheurs, coureurs de rivière qui était fin prêt. J'avais bien sûr toutes les sauterelles pour pêcher en Mongolie. Donc vous voyez ici, je vous ai fait un petit diaporama avec des images qui passent aléatoires où vous voyez tout l'ensemble du voyage. Donc la pêche à la mouche en Mongolie, c'est très connu. Les truites, les nocs dans la steppe mangent des sauterelles principalement. Et c'est des poissons très faciles qui gobent à peu près n'importe quoi. Je ne vous ferai pas d'article sur le taimen ici parce que c'est une pêche beaucoup plus brutale qui ne m'intéresse pas forcément avec la recherche de ce poisson magnifique qu'est le taimen avec des gros streamers sur des endroits spécifiques dans des fosses qui n'est pas vraiment la pêche d'itinérance que j'aime où on peut parcourir une rivière et pêcher n'importe où les endroits comme on peut le faire avec la truite lenok. Donc moi mon voyage en Mongolie c'était surtout pour voir et prendre des truites lenok. Donc j'arrive à Ulaanbaatar, j'avais mon petit visa d'1 mois touriste pour faire mon petit voyage en Mongolie. Et la famille de ma prof de mongol m'accueille et j'ai déjà pu voir que l'accueil en Mongolie, c'est pas une blague. Ils m'ont déjà accueilli comme un roi, donc on a mangé dans sa maison à Ulaanbaatar. Donc lui, socialement, était déjà très bien placé en Mongolie puisque il bossait dans une usine de cachemire. Vous savez que le cachemire est fait avec les chèvres cachemire de Mongolie principalement. Donc il avait un business là-dedans, il bossait dans l'import-export de cachemire, donc il avait déjà une bonne place sociale en Mongolie, qui est quand même un des pays les plus pauvres du monde, entre guillemets. Donc ça m'a aidé, il avait un 4x4 et il a pu m'emmener sur place. Et moi j'ai jeté mon dévolu sur une rivière que j'ai vue dans pas mal de reportages, donc j'ai pas l'habitude de révéler mes spots de pêche, mais là pour le coup je vais le dire parce que je sais même pas encore s'il reste du poisson là-haut. C'est la fameuse rivière Chulut. Et cette rivière, elle est incroyable en Mongolie. Il y a beaucoup de profils de rivières différents en Mongolie, mais celle-ci est vraiment enfermée dans des gorges incroyables, des gorges basaltiques très profondes au cœur de la steppe. Et ça y paraissait comme une artère d'eau qui traverse la steppe, qui fend la steppe. Incroyable quoi. Une source d'eau comme ça qui traverse la steppe, des eaux émeraudes avec des poissons vraiment incroyables. En plein milieu de la steppe, de l'aridité de la steppe, il y avait cette rivière Chulut qui s'écoulait et dans un cadre qui n'avait rien à voir avec tout ce que j'ai vu en Europe, en France, totalement décalé quoi. Une rivière basaltique, on voit que c'était quelque chose de volcanique qui a creusé des gorges de 100 mètres de profondeur, une espèce d'entaille dans la steppe avec un fond caillouteux mais à la fois émeraude, tout un panel de couleurs que moi j'avais jamais vu dans mes pêches à la mouche en Europe de l'Ouest, et plus une ribambelle de poissons incroyables, les truites lenok, les brochets du fleuve Amour. Donc c'était vraiment quelque chose de lunaire, et en plus le cadre en bonus, pêcher à côté des chameaux, des aigles, les yourtes des nomades, enfin tout est différent de ce qu'on voit dans notre bonne vieille France. Les insectes aussi n'ont rien à voir. Quand on retournait les pierres, c'était des larves avec des couleurs, des trichoptères avec des verts pastels. Les sauterelles énormes, il y a au moins 5-6 espèces de sauterelles. Enfin, c'est un pays énorme, la Mongolie, avec plein de types de rivières différentes. Donc la rivière Chulut, elle est dans l'Arkhangaï, plutôt Mongolie centrale. On se rapproche du désert de Gobi. Ce qui n'a rien à voir avec mon deuxième voyage où je vous parlerai, où j'étais sur une rivière beaucoup plus au nord, près du lac Kovsgol, qui est plus typé Russie, où on commence à avoir des forêts beaucoup plus denses. Et là, ça tirait plus sur le désert de Gobi, un peu plus sec, comme steppe. Donc, endroit fantastique, les gorges de la rivière Chulut,
Ça mériterait même un roman d'aventure, tellement la réalité là-haut est incroyable et en décalage avec ce qu'on peut imaginer. Donc j'arrive dans la famille de Mung Jargal, de ma prof de mongol. Elle était restée en France, son frère m'accueille. On mange un soir à Ulaanbaatar et on part sur la route. Et déjà là, rien que l'expérience de la route en Mongolie, le road trip mongol, s'il y en a qui m'écoutent, qui ont fait un road trip en Mongolie, ils savent ce que c'est. C'est la vraie aventure, quoi. C'est des pneus crevés, des arrêts dans les familles de Mongols, c'est s'arrêter dans un bar mal famé. La notion du temps n'est pas la même en Mongolie. C'est pas des gens qui sont timés, chronométrés comme nous, esclaves de leur montre et de leur emploi du temps. Déjà ça, c'est quelque chose qui m'a frappé, quoi. Donc première expérience, au bout d'une heure de route, on passe dans une route escarpée où il y avait de la place que pour une voiture et il y a des yaks qui dormaient au milieu de la route, clairement. Et déjà là, je prends ma première leçon de Mongolie, apprendre à vivre avec le temps. Et il n'y a pas d'énervement vis-à-vis, je suis bloqué à un endroit, je ne peux pas remplir mon temps avec telle chose, ça n'existe pas en Mongolie. Donc je vois les yaks qui dorment au loin sur la route, et je vois le mec qui s'arrête, et pas un mot, il s'arrête, et il s'allume une clope au milieu de la route. Et il me dit, tu vois, c'est ça la Mongolie, il n'y a pas besoin de s'énerver, quand les yaks ils vont bouger, bah, je partirai avec eux, mais ça prendra le temps que ça prendra. Bon, il m'expliquait un peu aussi, avec ma gueule d'Européen, il savait bien que c'était bizarre pour moi de s'arrêter sur la route comme ça. Et effectivement, il me dit, regarde, je klaxonne et tout, il bouge pas, ça sert à rien, donc il vaut mieux attendre. Et voilà, on a fumé une clope en regardant les yaks, et à un moment, ils sont partis. Et ça, c'était ma première leçon du temps libre en Mongolie, et ça a clairement changé ma vie sur l'esclavage qu'on a vis-à-vis du temps. Bon, je ne veux pas faire trop une parenthèse philosophique là-dessus, mais ça faisait vraiment partie de l'ambiance. Et on s'enfonce dans notre chemin donc vers l'Arkhangai, donc on part d'Ulaanbaatar, et le chemin se fait de plus en plus difficile. Je me souviens aussi des petits péages, il y a encore des péages un peu ancestraux en Mongolie avec des portes en pierre dans lesquelles vous passez le long de la route, il y a une vieille porte en pierre et il y a un mec qui fait le péage, donc vous donnez un billet. Vraiment des choses qui vous reprojettent comme il y a 100-200 ans en arrière. Donc je me souviens pas de tous les détails, mais ça je m'en souviens bien. On a vu un ou deux péages. On s'arrête sur une cantine sur la route. Donc à chaque fois le repas de base c'est du thé salé au beurre de yak rance. Ça je vous en reparlerai plus tard. Avec les fameux boats qui sont des beignets excellents. C'est des beignets à la vapeur de viande de mouton. Donc c'est vraiment... Déjà, j'étais plongé dans une ambiance incroyable de ce point de vue-là. Donc la route poursuit son chemin, est de plus en plus rocailleuse et premier pneu crevé au bout de, je sais pas, je pense 3-4 heures de route à mi-chemin, pneu crevé. Et c'est pareil, pas d'énervement, ça fait partie du voyage. Donc nous, en tant qu'Européens, on s'énerve tout de suite. Enfin, moi le premier, hein, dans notre société. Ah, j'ai crevé un pneu, c'est la merde, qu'est-ce qui se passe? Et là, c'est pareil. Cool, tranquillou, il change le pneu, il attend qu'il y ait un nomade qui passe ou un mec en mobilette qui l'aide. Donc toujours la notion du temps plaisir avec surtout pas de timing et d'emploi du temps. Et j'arrive donc finalement au bord de la fameuse rivière Tchoulout après 7 heures de route sur les steppes de Mongolie. Et le mec, donc mon chauffeur de taxi Bruce, me dépose au bord de la Tchoulout et me dit bah voilà, écoute, on se voit dans un mois. Et tu peux enfin commencer mon odyssée avec mon sac de randonneur, un réchaud à gaz. J'ai prévu que je vais manger un peu de poisson, que je mangerai avec les nomades, un peu d'argent en cash. Et on verra bien, c'est parti pour l'aventure. Et il m'a déposé au bord de la rivière, qui était donc pas dans les gorges, mais c'était une image dont je me souviendrai toute ma vie parce que vous avez vraiment une notion de liberté et c'est là que j'ai compris le fameux vertige horizontal et le pays du ciel bleu. C'est les deux phrases à propos de la Mongolie que j'ai compris en un instant. Le vertige horizontal parce que vous êtes projeté dans la steppe avec une vision infinie devant vous. En Europe, il y a toujours quelque chose qui vous bloque la vue et là-haut, c'est vraiment infini. Donc vertige horizontal et pays du ciel bleu, donc des grandes steppes balayées par les vents.
qui vous donne vraiment ce ciel bleu, plus de 300 jours de ciel bleu par an en Mongolie. Donc directement, j'étais dans un rêve éveillé, clairement, et je me suis dit pendant un mois, je vais parcourir la rivière Tchoulout, à pêcher des truites lennox, à rencontrer les nomades. Et donc je me mets en route, le mec part, on se retrouve dans un mois à cet endroit-là. C'était un peu fou à l'époque, parce que j'avais confiance dans le mec, mais ça aurait pu mal se passer qu'il ne vienne pas me rechercher. Donc je me dis, on verra bien. S'il vient dans un mois, c'est bien, sinon on verra bien. Et donc je me mets en marche avec mon gros sac. Et je me suis dit, avant d'aller pêcher, je vais quand même un peu fraterniser avec les copains nomades pour montrer ma gueule et essayer d'interagir, pour voir comment ça va se passer, pour dormir chez eux, comment ça va se passer au-delà de la pêche, sur l'hébergement entre guillemets, le camping chez les nomades. Donc bien sûr, j'ai pas pu m'empêcher de regarder la rivière, de voir les gobages, les poissons. Mais j'étais près déjà d'un petit campement de yourtes. Mais je me suis quand même éloigné, j'ai pris mon chemin au bord de la rivière et il m'a dit « Ouais, tu verras, il y a des yourtes le long de la rivière. De toute façon, les rivières attirent souvent les nomades et on voit toujours un point blanc à l'horizon, une yourte. » Donc je longe ma rivière Tchoulout et je me dis avant d'aller pêcher, avant de faire le chien fou, déjà essaye d'aller au contact avec des nomades, voir comment ça se passe. Et donc je repère une yourte au loin, avec toujours la porte ouverte, et je me pointe devant la yourte. Et par chance, dans cette yourte-là, il n'y avait pas de chien qui protégeait, parce que ça, c'est un gros problème en Mongolie. Il y a des molosses qui protègent les yourtes. Et je suis arrivé, et au loin, je vois une dame avec sa fille, et je dis mon fameux bonjour en mongol, donc qui se dit Sembeno. Et tout de suite, il y a eu une interaction, donc c'était peut-être de la chance, mais la plupart que j'ai rencontrés étaient super sympas. Et ça a tout de suite cliqué parce que ils se sont dit putain, mais celui-là il dit bonjour, il dit comment tu t'appelles, donc je leur demande mon nom, je dis mon nom et on commence à interagir. Et tout de suite en Mongolie c'est automatique, ils vous offrent un thé et à manger. C'est la base chez eux, c'est inscrit dans leur gène et ça fait vraiment chaud au cœur parce que vous soyez blanc, noir, brun, violet, homosexuel, gros, petit. Il n'y a pas de différence chez eux, l'hospitalité dans la steppe, c'est quelque chose d'automatique. Et tout de suite, ils m'ont fait rentrer dans la yourte, assis, prends un thé, pose ton sac, mais d'où tu viens, de France, machin. Et j'ai vu qu'ils étaient super étonnés de voir un mec qui arrivait juste à articuler quelques mots. Donc je parlais comme un homme de Néandertal, mais ça suffisait à provoquer l'interaction et un échange constructif. Et moi, j'arrivais à leur expliquer, moi ce que j'adore, c'est pêcher les poissons. Et tout de suite, j'ai vu que cet attrait qu'un humain avait pour la nature, on s'est retrouvé tout de suite là-dedans. Ils ont vu que j'étais passionné par les poissons. Et ils m'ont tous dit à chaque fois dans les yourtes directement, écoute, tout ce que tu vois autour de toi, là, c'est mon terrain, ça m'appartient. Donc tu peux pêcher ce que tu veux. Et si tu as un problème, tu viens me voir. Et ça, c'était déjà incroyable. Donc oui, il y a la notion voyage de pêche avec des tours opérateurs sur des terrains privés, mais quand on itère comme ça un voyage itinérant avec les nomades, c'est totalement différent puisqu'il y a une espèce de notion de propriété privée sur la rivière qui est à côté de leur yourte. Donc j'étais béni à chaque fois de discuter avec les gens, on se prenait d'amitié et je pouvais pêcher à chaque fois des portions de rivière qui étaient rattachées à une certaine yourte. Et puis de fil en aiguille, j'ai connu à peu près tous les nomades de la vallée, donc ça s'est super bien passé, quoi. Donc je prends mon thé, je mange mes petits boats, machin, et après c'est ça qui était intéressant, parce que c'était le Club Med en Mongolie, eux ils faisaient leur vie, donc moi je disais la fameuse phrase « Bitanae gerin maïchanabel bolso », et à chaque fois je disais cette phrase « Est-ce que je peux planter ma tente à côté de ta yourte ?» Vu qu'il y avait à chaque fois tous les enfants de l'espèce de village qui étaient là, c'était une explosion de joie. Ouais, l'Européen, il va camper sa tente avec nous. Ouais, on va t'aider à camper ta tente et tout. Et c'est des gens très manuels, les nomades qui sont très démerdes et ils adoraient voir cette tente, la monter avec moi. Donc à chaque fois, c'était une explosion de joie avec les gamins qui venaient m'aider à monter ma tente. Et eux, ils avaient jamais vu ça, des trucs technologiques. Une tente avec des piquets, tout ça qui se monte, un truc tout neuf. Donc ils adoraient monter ma tente avec moi. Et ça, c'était à chaque fois le rituel. Je monte la tente et j'allais à la pêche. Et donc j'ai passé un mois comme ça à faire un voyage itinérant le long de la rivière Tchoulout. Et je passais 2-3 nuits chez les nomades en fonction de comment l'ambiance se passait, comment je dérangeais les gens ou pas. Et j'allais pêcher la journée.
Et ma première pêche sur la Chouloute, ça a été incroyable. C'est cet après-midi du mois de juin. Il y avait déjà les sauterelles qui sautaient partout dans la steppe. Et au loin, déjà, je pouvais voir des gobages. Donc, sur des autres vidéos de ma chaîne, je vous dis qu'il n'y a plus de gobages en France. Mais alors, par contre, en Mongolie, il n'y avait quasiment pas besoin de pêcher en nymphe. Et j'ai branché ma première sauterelle et j'ai pris ma première truite lénoc. Et ça, c'était incroyable, quoi, de voir ces poissons carrément rouges, roses, avec des robes incroyables, des poissons très dodus, très combatifs. Et c'était un carnage, quoi. Je faisais entre 30 et 50 poissons par jour, juste en pêchant en sèche. La pêche, il n'y avait aucun côté technique à la pêche là-haut. Donc je me régalais sur la rivière. Donc je passais des après-midi à pêcher. Et je rentrais au campement le soir chez les nomades. Et j'ai fait mon petit voyage comme ça pendant un mois. Et c'était fantastique, quoi. Donc même en pêchant l'eau avec les sauterelles, les poissons montaient. Et c'était vraiment des sauterelles d'une taille, des grosses sauterelles avec lesquelles il fallait pêcher. Parce que c'est ce qu'on trouve dans la steppe, des sauterelles qui tombent dans l'eau. Il y en a plein d'espèces en plus. En gros, n'importe quelle mouche marchait, quoi. Donc c'était vraiment incroyable puisque je faisais mon Club Med en Mongolie avec pêche l'après-midi. Je rentrais au campement avec les nomades. On avait une certaine interaction, mais eux, ils étaient aussi occupés à faire leur vie de nomades parce que certes, ils vivent simplement, mais ils ont quand même une certaine vie de labeur avec tout le bétail. Et moi, j'ai découvert tout ça aussi, comment ils tuent le mouton. Ils sont super organisés, c'est incroyable. Donc, ils chopent le mouton, ils lui coupent à la carotide. C'est vraiment des traditions qu'ils ont. C'est vraiment des bosseurs, quoi, au sens où ça bosse du travail efficace, quoi. Moi, je me suis fait mettre à l'amende par un gamin de 8 ans qui coupait du bois avec une scie. Il m'a dit, putain, t'as vu la taille que tu fais, t'es même pas capable de couper 3 troncs d'arbres, quoi. Donc, retour à la vraie réalité, à la vie nomade, et ça m'a fait du bien. Donc, j'essayais aussi de participer avec eux aux tâches, surtout couper du bois, des choses comme ça, pour les aider un minimum, pour leur donner en retour à leur hospitalité, quoi. Et étonnamment, ils me laissaient pêcher la journée, ils vaquaient à leurs occupations. Et j'ai découvert aussi que ces peuples nomades sont très très proches du bétail et des animaux. Donc principalement le cheval numéro 1, qui est en Mongolie, un homme égale un cheval. C'est vraiment, ça fait corps avec le nomade, le cheval de toute manière. Et surtout après les yaks au niveau alimentaire et les chèvres cachemire pour le lait et pour le cachemire qui travaillent. Et puis après, des animaux bonus comme la marmotte et le loup et les chiens de prairie dont ils se nourrissent aussi. Donc j'étais briefé sur la marmotte avant de partir. Vous devez savoir que c'est très dangereux de manger de la marmotte parce qu'elle est porteuse de la fameuse peste bubonique. Donc c'est la version de la peste vraiment poussée qui vous donne des bubons, des grosses boules sur la gueule. Donc c'était pas conseillé de manger de la marmotte. Mais je connais des personnes qui sont allées en Mongolie qui ont mangé de la marmotte, donc c'est conseillé, c'est des trucs qu'on lit dans les livres. Moi, j'ai pas tenté. J'ai surtout mangé beaucoup d'intestins de mouton, tout ce qui est tripes de mouton, ils adorent ça, donc c'est un peu funky pour les Européens. Mais une fois qu'on est dans le bain, ça peut être sympathique, donc j'ai goûté à toutes les spécialités. Et ce qui m'a étonné, c'est leur désintérêt vis-à-vis des poissons et de la rivière. C'est pas du tout des gens qui sont sur la ressource poisson. Moi, en tout cas, les nomades que j'ai vus étaient vraiment sur la ressource bétail. Et une fois, dans mon mois de pêche, j'ai vu un nomade qui m'a demandé des poissons, mais c'était vraiment en bonus, quoi. Ils ont de la bouffe à profusion, comme des gens, des paysans qui vivent encore dans la campagne française, qui savent ce que c'est de vivre en autonomie. C'est la même chose. Ils font leur viande séchée, ils font leur fromage séché, ils vivent complètement en autonomie et ils sont loin d'être pauvres au sens péjoratif du terme. C'est des gens, ils vivent simplement, mais ils ont de la nourriture à gogo. Il manque vraiment pas de bouffe de ce point de vue-là parce qu'ils se donnent les moyens de faire leur réserve de nourriture. Donc ça demande un certain labeur tous les jours. Mais j'ai aussi découvert les moments
où j'ai passé 2 heures avec des bergers nomades à juste regarder la steppe. On se mettait sur une montagne et on surveillait que les chèvres cachemire aillent pas trop loin. Et une fois de plus, il n'y a plus de notion de temps défini. On s'installe sur une butte au soleil pendant 3 heures. On regarde les chèvres avec une demi-jumelle parce qu'ils n'ont pas beaucoup de jumelles à disposition. Donc ils coupaient les jumelles en deux qui venaient de Chine pour se les partager. Et c'est tout. Et le silence. Donc moi qui parle beaucoup, ça m'a fait du bien, cette cure de silence en Mongolie. Juste observer la steppe et dans cette ambiance vraiment chamanique où on voit qu'il y a tous ces animaux totems qui vous surveillent dans la steppe, que ce soit le loup, les truites lennox dans la rivière, les yaks, les chèvres. Vraiment une proximité animale qui est toujours là. Même si la steppe est énorme et qu'elle paraît vide, en fait, il y a toujours un aigle qui tourne ou un chien de prairie malicieux qui sort de son trou, qui est là pour vous épier. Et ça, c'est une ambiance vraiment, vraiment singulière dont je me rappelle beaucoup, quoi. Je me souviens aussi pêcher dans la rivière et voir les chèvres cachemire qui sont des chèvres qui escaladent d'une manière très étonnante. Elles sont capables d'aller sur des parois très abruptes. Et moi, je pêchais et je voyais des chèvres cachemire vraiment qui tenaient dans des endroits inimaginables, quoi. Donc tout ça, c'est des scènes de vie, des scènes de pêche où vous êtes au milieu d'un canyon, dans l'eau cristalline, vous pêchez des truites qui gobent sur des sauterelles, avec un aigle qui passe au-dessus de vous, un chameau à droite ou un dromadaire, je ne sais même plus si c'était des chameaux ou des dromadaires. Donc tout un bestiaire qui vous entoure, qui n'a rien à voir avec les vaches qu'on voit dans nos prairies françaises. Donc le cadre, il est juste délirant, quoi. C'est vraiment hallucinatoire au sens où vous n'avez jamais vu ça de votre vie. Tout est différent, quoi. Des cailloux de la rivière à la couleur de l'eau, à l'aspect des algues, en passant par la gueule des insectes sous les pierres, c'est tout des choses complètement décalées comparé à ce que je voyais en France, et ça vous projette vraiment dans une ambiance incroyable. Et en plus de ça, les truites lennox sont des poissons extrêmement combatifs. Ça a la lourdeur d'un gros ombre avec la rapidité d'une truite au combat. Donc c'est vraiment des poissons très combatifs qui vous font des très beaux combats. Et bien sûr, je me suis mis après à aller pêcher en nymphe à vue. J'ai fait mes premières pêches en sèche, effectivement. Et après, je faisais plus que de la sèche en nymphe à vue ou de la pêche en nymphe à vue en cherchant les plus gros spécimens, sachant qu'une truite lennox, ça peut monter entre, je pense, 60 et 80 cm. Moi, sur mes 2 voyages en Mongolie, la plus grosse que j'ai vue faisait 65-67. Mais je sais qu'il y a des truites lennox qui font plus de 70 cm. Voire même plus gros peut-être. Donc c'est quand même des poissons avec une certaine taille moyenne. Donc des journées de pêche qui se déroulent comme ça avec, j'en sais rien, une 50aine de poissons par jour. Donc l'éclat complet. Et après surtout la recherche des plus gros spécimens. Donc ce voyage il s'est déroulé comme ça, quoi. De la pêche et des bons moments avec les nomades. Mais il n'y a pas eu que des bons moments. Si globalement tous les nomades que j'ai vus m'ont accueilli à bras ouverts et sont vraiment aussi accueillants que ce qu'on entend dans les livres, j'ai quand même eu 1 ou 2 sales mésaventures que je vais vous raconter ici, mais je ne les retiendrai pas sur la globalité du voyage parce que vraiment, globalement, c'était des gens adorables. Mais il s'est trouvé qu'un jour, quand même, je me suis fait détrousser par une semi-milice. Donc c'était à la moitié du voyage, je me trimballais dans la steppe et je vois 2 mecs qui s'approchent en habits semi-militaires et je me dis ouh, ça sent pas bon là. Donc les mecs me disent écoute, on t'a vu là, t'étais dans la famille mongole et tout, ici il faut que tu nous payes une amende ou je sais pas quelle connerie ils me racontaient en mongol pour que tu puisses rester dans cette région. Bon, là, ça commençait à sentir mauvais, donc j'étais tout seul dans la steppe avec les 2 mecs qui commençaient à devenir menaçants. Et le truc, c'est qu'à un moment, moi, je faisais style de pas comprendre, donc je comprenais ce qu'ils me disaient, ils ont vu que je parlais un peu la langue, et je me suis dit, bon là, ça sent le roussi, et j'avais toujours une petite liasse de billets dans ma poche, et le gros de mon argent pour survivre dans mon sac.
Donc je me suis dit, je vais lâcher le truc de secours, je vais leur dire voilà, c'est tout ce que j'ai sur moi. J'avais 10 euros en monnaie locale et je leur dis c'est tout ce que j'ai pour rentrer à Oulan-Bator. Donc je vous donne ça les gars, mais lâchez-moi. Et je leur ai finalement donné mon argent parce qu'à un moment le mec a sorti un couteau, donc il m'a pas agressé loin de là, mais il m'a sorti le couteau, il me l'a juste posé gentiment sous la gorge et il m'a dit si tu nous donnes pas de l'argent, maintenant tu vas avoir des problèmes. Donc là je me suis dit je vais lâcher ça. Et ce qui était génial dans cette histoire, c'est que les Mongols sont génétiquement des gens ultra accueillants et je vais vous expliquer pourquoi. Donc le mec me détrousse de ma monnaie locale, donc moi je tire la gueule. Heureusement ils n'avaient pas regardé dans mon sac et je dis au mec bah voilà maintenant j'ai plus rien pour rentrer à la capitale, donc tu m'as détroussé tout mon argent. Et ils s'en vont l'air de rien, contents d'avoir pris le butin. Et donc on s'éloigne dans la steppe, mais la steppe est tellement énorme que quand on s'éloigne l'un l'autre, bah on se voit quoi. Donc on était à 20 mètres l'un de l'autre et moi je marche dans un sens, eux dans l'autre, donc moi j'étais dépité. Et d'un coup je vois les mecs qui reviennent vers moi et je me dis ah putain ils vont me refaire chier. Et le mec revient et en fait il me donne la moitié de la liasse de billets qu'il m'avait détroussé et il me dit tiens c'est pour rentrer à la capitale au moins comme ça tu seras pas trop dans la merde. Et après les mecs sont repartis. Et là je me suis dit c'est quand même fort parce que c'est des voleurs au grand cœur quoi. Le mec il m'a détroussé mais en même temps il s'est dit je vais pas le laisser dans la galère. Donc l'hospitalité mongole a pris le dessus sur le voleur de grand chemin. Et ça, c'était une expérience qui m'a marqué quand même parce que c'est révélateur de l'accueil des nomades. Donc, qu'est-ce que ce voyage m'a appris au final? Parce que chaque voyage est différent et vous apprend des nouvelles choses. Bah, ça m'a appris quelque chose à la fois de très beau et de très triste. C'est de voir la générosité de la nature quand l'humain s'en éloigne. Et ça, c'est vraiment une leçon philosophique extrême parce que quand vous êtes en Mongolie et que vous voyez des rivières que l'homme n'a pas touchées, bah, vous vous rendez compte la vie qu'il y a dedans, que ce soit les oiseaux, les insectes, les poissons, toute la globalité du cycle. Et ça, c'est vraiment hallucinant parce que quand vous transposez ça, que vous revenez en France, vous pouvez vous dire d'une manière pessimiste, mais qu'est-ce qu'on a foutu avec nos rivières pour en arriver là? On a vraiment usé nos rivières à la corde, à bout, pour qu'en France, en moyenne, on prenne, j'en sais rien, même entre 5 et 20 poissons par jour, c'est pas assez, quoi. Quand vous écoutez des anciens qui vous parlent des coups du soir sur la Loue ou sur la Dordogne, il y a 20, 30, 40, 50, 70 ans en arrière, bah en fait, vous pouvez sous-peser quand vous avez été dans des endroits sauvages comme l'Alaska, la Mongolie, la Laponie, la misère qu'on a mis dans nos rivières avec l'industrialisation, avec la vie qu'on a tous les jours, quoi. Donc c'est une réflexion là-dessus sur ce confort qu'on a dans notre vie de tous les jours, qu'on veut tous. On veut tous avoir sa voiture, sa télé, polluer dans son coin. Et d'un autre côté, quand on est pêcheur à la mouche passionné comme moi et comme vous, bah on voudrait aussi avoir la rivière sauvage intouchée. Et en fait, moi, c'est toute une réflexion que j'ai travaillée entre cet extrême que j'ai vu en Mongolie, Alaska, Laponie, avec les rivières intouchées, qui sont comme au premier jour, qui pullulent de vie. Il y a même quasiment trop de poissons, parce qu'une rivière, quand on n'y touche pas, bah, elle se débrouille très bien elle-même. D'ailleurs, j'ai un peu développé cette théorie de plus en plus que je pense qu'il faut foutre la paix aux rivières. Moi, je suis devenu extrême là-dessus. Voilà, des fois, je vous parle de gestion des rivières, mais pour moi, il n'y a qu'une seule chose, c'est on fout la paix aux rivières. Surtout, pas de pollution, on ne touche pas à la continuité écologique et il faut foutre la paix aux rivières parce que j'ai vu beaucoup de rivières auxquelles on a foutu la paix. On ne les pollue pas, on ne touche pas aux frayères, on ne touche à rien au cycle naturel. Et la nature va se débrouiller par elle-même 1 million de fois mieux que n'importe quel apprenti sorcier qu'on est, nous les hommes, et je me mets dedans, pourra le faire. Donc on est présomptueux au sens où on croit qu'avec des idées de gestion, des petits trucs minables de gestion mis en place, on peut faire des belles rivières, alors qu'en fait le raisonnement est très simple. On fout la paix à la rivière et on la pollue pas. C'est aussi simple que ça peut paraître extrême d'écologie. Mais en attendant, avec la vie qu'on a en tant qu'humain civilisé,
bah, on veut pas tous vivre comme des nomades et, excusez-moi, aller chier dans un trou au fin fond de la steppe et manger de la viande séchée 10 mois dans l'année. Donc on est dans ce paradoxe qu'on voit, on est plus éveillé que ça en tant que pêcheur quand on a une conscience écologique entre guillemets. Le paradoxe entre les espaces sauvages intouchés par l'homme et la vie technologique de tous les jours qu'on va avoir ici en France. Et dans mes voyages, moi j'ai beaucoup aimé parce que j'ai trouvé un entre-deux aux USA. Donc vous pouvez en penser une fois de plus que vous voulez, mais je vous raconterai ça dans un autre carnet de voyage qu'au Colorado, bah, j'ai retrouvé cet entre-deux parfait entre une adéquation avec le business pêche, donc capitalisme, vie de tous les jours, consommation, et des rivières qui sont en parfait état. Et dans tous mes voyages, moi je place l'aiguille au milieu dans l'état du Colorado avec une gestion parfaite, où j'ai retrouvé les sensations de nature sauvage comme en Mongolie, mais en même temps une vie capitaliste qui est la réalité à l'heure actuelle avec des modes de consommation qui sont en harmonie avec une conservation de la nature sauvage. Donc ce voyage en Mongolie en fait m'a fait prendre conscience qu'on peut conserver la nature tout en ayant une vie moderne et technologique acceptable. Moi je pense que c'est vraiment possible, je ne suis pas un écolo convaincu ou quoi que ce soit, je suis encarté nulle part, mais en attendant, si on fout la paix à une rivière, elle arrivera à se débrouiller toute seule et l'espoir il est là. Après, il faut prendre, comme dans la pêche en nymphe, des décisions simples, claires et limpides. Donc, moi, j'ai une lubie en tête quand je suis revenu de Mongolie. Je me suis dit, bah, c'est simple. Il faut juste faire déjà la carte des pollutions qu'il y a dans les rivières en France pour se dire, bah, c'est aussi simple que ça. Déjà, si on enlève la pollution des rivières, on a fait 95% du boulot. Mais tout ça, ça se confronte dans la gestion avec les intérêts personnels de chacun. Et c'est très compliqué dans notre Europe civilisée avec les densités de population de faire que tout le monde puisse s'entendre pour qu'on ne touche pas aux rivières. Donc ça m'a vraiment plongé dans ce paradoxe extrême de le seul but c'est de foutre la paix aux rivières pour qu'elles se débrouillent toutes seules, mais on est tous, moi y compris, des apprentis sorciers et on met tous notre science sur la table en termes de gestion de la pêche. On va dans des trucs alambiqués extrêmement complexes dans la gestion de la pêche, on s'est enfoncé dans des marasmes incroyables alors qu'il faut juste simplement pas de pollution, pas toucher aux frayères, pas de barrage, c'est aussi simple que ça. Et j'ai toujours cette vision des États-Unis, rien que sur le point des barrages, les mecs ils ont ce qu'on appelle des tailwaters, c'est-à-dire avec des barrages qui ont une continuité, avec pas des lâchers de barrages violents comme on voit en France. Je ne suis pas un spécialiste, mais c'est des points d'accroche qui sont intéressants. On peut quand même, en harmonie, gérer le développement humain et la conservation des rivières. C'est vraiment des idées que j'ai eues, que j'ai vues dans mes voyages en me disant comment on peut foutre la paix au maximum en rivière sans arriver à des débats politiques qui mènent à rien, où en fait on piétine sur des trucs et une fois de plus on a oublié les bases, quoi. En France on est dans la gestion des rivières à réfléchir à des trucs, on parle de panneaux de subvention mais on n'est même pas foutu d'avoir une carte des pollutions qui tombent dans une rivière parce que ça emmerde le préfet, parce que ça emmerde les fédés, parce que ça emmerde tout le monde. Donc en fait on fait des débats, on parle de choses qui n'ont rien à voir, mais en attendant il y a toujours des rivières polluées, des ruisseaux pépinières qui n'existent pas. Et c'est tellement lucide, tellement simple de laisser une rivière se débrouiller par elle-même qu'on va chercher des excuses et on se renvoie la balle, et c'est la faute au cormoran, c'est la faute aux sécheresses, c'est la faute aux fédés. Et moi, en tout cas, ce que je retire de ce que j'ai vu en Mongolie, bah, c'est moins on pollue un milieu, mieux il se débrouille. Voilà, je pense qu'une rivière est un élément naturel fantastique qui peut être ultra généreux si on fait la chose simple de lui foutre la paix simplement. Après, ça demande des démarches incroyables dans une société civilisée. Et c'est aussi pour ça d'ailleurs que j'ai eu une espèce de blues de la Mongolie. Quand je suis rentré, je me souviens, je suis arrivé à l'aéroport de Francfort, j'étais tout crotté avec mes baskets après un mois dans la steppe. J'ai vraiment fait une mini déprime de me dire putain, qu'est-ce qu'on a foutu avec nos rivières, quoi. Moi je suis retourné sur la Moselle en été en revenant de Mongolie
J'ai fait 3 poissons en sèche de ma journée. Je me suis dit, putain, on a quand même bien cassé nos rivières. Mais d'un autre côté, dans tous mes autres voyages, j'ai vu des mentalités qui permettent de conserver nos rivières tout en développant un mode de vie acceptable. Et on en revient toujours à la même chose, une certaine forme d'équilibre. Voilà, désolé pour la petite parenthèse, point de vue sur ce que la nature sauvage m'a appris en Mongolie. Mais en attendant, c'est quelque chose qui m'a marqué. Et ça ne change pas, de toute manière, je suis toujours émerveillé quand je vois un ombre sur la Loue, quand je vois une belle truite de la Dordogne avec sa robe jaune et ses points noirs. Dans tous les cas, la fascination, elle reste la même dans tous les voyages, mais on prend conscience quand même que plus l'homme se tient éloigné d'une rivière, mieux elle se porte. Voilà, je termine cette petite vidéo sur ce petit paradoxe. Et c'était juste un premier carnet de voyage sur la Mongolie, parce que ça, c'était mon tout premier voyage en 2009. Et je vous referai un autre récit sur mon deuxième voyage en Mongolie en 2011, qui est dans un endroit et un style de rivière totalement différent. Et puis, dans ce carnet de voyage, je vais regarder dans le rétroviseur tout ce que j'ai fait. Je vous en jette à la pelletée comme ça. Ça va de l'Islande à la Roumanie, en passant par l'Alaska, l'Écosse, les Balkans et je ne sais plus trop quoi. Donc je fouillerai dans mes carnets et je vous emmènerai en voyage, en vidéo, dans un prochain épisode. À bientôt!